bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette première partie de la 5e FAQ, nouvelle foire aux questions pour ouvrir l'année 2016. Vous m'avez posé plein de questions, je vous en remercie. N'hésitez pas à en poser davantage parce que je sais que souvent la première partie est une sorte d'impulsion pour les gens qui se disent « Ah tiens, il y a une FAQ, je vais poser mes questions dans la première partie. » Donc n'hésitez pas, si vous voulez encore me poser des questions, il y a largement le temps. Évitez de poser des questions auxquelles j'ai déjà répondu dans les précédentes. Et n'hésitez pas à regarder les précédentes. Il y a le timecode des questions qui peuvent vous intéresser dans toutes les descriptions de toutes les parties précédentes. De même que pour celle-ci, il y aura de toute façon un timecode. Je vous remercie de me soutenir, de vous être abonné, d'aimer ce que je fais. Ça me donne envie de continuer, de ne pas m'arrêter, ou on va dire de pas ralentir, je devrais dire. De pas ralentir un rythme. Après, si j'ai plus de vidéos parce que j'ai tout épuisé, il faudra attendre. À chaque fois, je dis je devrais ralentir un peu la publication des vidéos, mais au contraire, ça s'accélère. Non, franchement, il faudrait que je ralentisse un petit peu, parce que je travaille de plus en plus les recherches, ça me prend un peu plus de temps qu'avant, et je commence tranquillement à préparer ma 200e critique. La 200e critique, je peux vous dire que ce sera du lourd. Et ce sera même, je vais vous le dire, ce sera même un petit teasing pour la prochaine rétrospective. C'est pas directement lié à la prochaine rétrospective, mais je pense que ça vous donnera des indices. Après lesquels indices, vous verrez. Alors là, c'est un film qui fait date dans l'histoire d'un certain cinéma. Je vous en dis pas plus, mais franchement, ce sera pas mal. Voilà. Donc oui, je vous remercie. J'essaie vraiment de vous proposer un contenu qui est intéressant. Je dis pas forcément un bon contenu, parce que ça reste, pour les critiques en tout cas, un diaporama de photos avec ma voix derrière. Mais ne pensez pas qu'il y aura autre chose que ça. Je reste sur YouTube. YouTube, voilà, il y a ces problèmes de droit d'auteur. Ce sera comme ça. Après, ce qui peut être envisagé, mais ça il me faut des graphistes, c'est de vraiment créer un diaporama de photos bien plus dynamique, avec des petites animations et tout ça. Mais ça, moi, je sais pas faire. Je suis monteur, je suis pas graphiste. Faut juste savoir où on se place. Moi, je suis toujours pour le respect d'une hiérarchie, et pas pour quelqu'un qui fait tout seul. Il y a des spécialistes, faut aller leur en parler. Bref, on va rester dans la continuité en 2016, mais si j'ai l'occasion de faire quelque chose d'un petit peu nouveau, j'essayerai de le faire. En attendant, eh bien, les questions, c'est pas tout à fait pour tout de suite, puisque juste avant, vous me demandez souvent, à chaque fin d'année, finalement, quel est ton film préféré, les bouses et tout ça, les tops. C'est très difficile de faire des tops, parce qu'on n'a pas tout vu. Rien que cette idée-là, on n'a pas tout vu. C'est difficile après de dire « Ce film, pour moi, c'est le meilleur de... » Non, mais c'est ridicule. Cependant, pour Hooper.fr, je vais participer à un ciné-club, donc à une conférence Skype, bien sûr, où il y aura des top 5 et des flop 5. Alors, c'est un top et un flop de films que j'ai vus en 2015. Ce ne sont pas forcément des films de l'année 2015. Je pense que c'est peut-être plus juste pour moi. Après, ce n'est pas un top qui est censé refléter les tendances de l'année. Donc voilà, moi je pris mes aises avec cette idée-là. Et donc je voulais quand même un peu vous en faire profiter aussi. Je vais être rapide parce que franchement, j'ai pas envie de passer beaucoup de temps là-dessus. Je vais commencer par mon flop 5. Alors c'est un flop que j'ai essayé d'épurer par rapport, vous savez, à des productions standardisées, à des films français qui sont pas terribles, des choses comme ça. Donc le numéro 5, c'est Le 7e fils. C'est tellement classique que ça en devient chiant, alors que la bande-annonce propose des idées de situations qui sont amusantes, qui sont agréables à l'œil, mais qui ne sont pas du tout agréables à voir pendant 1h30, 1h40, je sais plus combien il dure le film, mais c'était bien chiant. Numéro 4, Jurassic World, parce que je trouve que pour une suite d'un film aussi prestigieux, voire même de 2 films, je sais plus s'il prend en compte Le Monde Perdu, mais s'il le prend en compte, c'est encore plus scandaleux. Tout ce qui est autour de la sécurité de l'île, c'est n'importe quoi. Les effets spéciaux sont moyens, alors que c'est quand même Jurassic World. On s'emmerde, il n'y a pas de suspense. La caméra et les dinosaures font un peu n'importe quoi.
avec l'Indominus en tête bien entendu. C'est même pas une déception parce que je savais que ça allait être pourri. Et ça s'est complètement confirmé quand je l'ai vu. Ensuite, numéro 3, Angélique. Alors je suis un gros fan de la série avec Michel Mercier. Ici, tout est raté. C'est comme si Tarantino s'est dit « Oh, je vais faire un film de KPDP », mais un Tarantino raté. Mais vraiment raté, avec des effets modernes, contemporains, des trucs, mais c'est hallucinant. C'est mauvais, mauvais, mauvais. Il n'y a que la scène de cul qui est pas mal. Voilà, c'est exactement comme avait dit Durandal. Si vous voulez un avis plus complet, je vous invite à regarder son recueil de fautes qui dure 36 minutes, je crois, à Durandal. Oh là là. Oui, non, c'est une purge. Franchement, vous voulez voir Angélique? Regardez les anciens, qui datent de, je crois, de 65 jusqu'à 70. Il y a 4 ou 5 volets, c'est assez passionnant. Ce sont des films d'aventure français qui sont assez excellents. Numéro 2, La famille Bélier, parce que j'ai de la famille en campagne et je trouve que c'est une grave insulte envers les paysans et envers les fermiers. Voilà. Ensuite, premier, vous vous en doutez, Odyssée sur les traces de Sam Neill. Il se considère comme un long métrage en plus. Ah, pas de bol, pauvre Matt. Si vous voulez plus d'informations et mon avis, je vous invite à voir la critique, tout simplement. Il y a aussi des productions qui ne sont pas présentes, mais que j'excuse presque, parce que la production a fait un peu n'importe quoi, du style Pixel, du style Terminator Genesis, Jupiter Ascending. La production même a complètement bousillé le film, donc là c'est presque même plus du ressort de l'équipe technique même du film, donc voilà, je les ai pas mis dans le flop. Alors ensuite le top, le même principe. Alors important à noter, dans ce top je n'ai pas mis certains films qui m'ont impacté énormément mais qui ne m'ont pas fait du bien du tout. Je pense à Dogville, je pense à Ameyuki, les enfants loups, je pense au Tombeau des Lucioles, qui sont très bons, mais que je peux pas apprécier. Parce qu'ils sont très violents et ils foutent le malaise. Moi, j'étais pas bien après avoir vu ces films. Je peux pas les considérer comme quelque chose qui m'amène vers le haut, qui me fait sentir bien. Parce que ce top-là, c'est un top de la félicité, voilà. Oui, il y a un peu de ça, mais oui, c'est un top de la félicité. Et ça me fait chier qu'il y ait pas mal de films américains dans ce top, mais en même temps c'est comme ça. Je devrais me diversifier un petit peu, mais bon, cette année c'est comme ça. Alors en numéro 5, le The Fall de Tarsem Singh. Alors, si vous connaissez pas, allez voir parce qu'il y a des visuels de fou. Il y a des plans, tout simplement, j'ai jamais vu ce genre de plan ailleurs, que dans ce film-là. Si vous le regardez en VO, je trouve que la petite fille qui est une des actrices principales du film joue assez mal et ça m'a un petit peu fait reculer. Mais alors là, visuellement, dans la mise en scène, il y a vraiment des trucs de ouf. Je vous dis absolument rien, vous regardez sur Google quelques images, c'est super bien réalisé. Autre film super bien réalisé, en 4e position, Les Poings contre les murs, très très habile, ça marche très très bien, c'est très fluide, les acteurs sont bons, les décors sont bons. Après, la façon de filmer, elle est un peu caméra à l'épaule, assez naturaliste, vraisemblable, vraiment un peu documentaire, mais on souhaiterait peut-être quelque chose d'un petit peu plus maniéré, mais ça fonctionne quand même très bien. Mais vraiment, mis à part peut-être cette légère attente qui a été un petit peu revue à la baisse, tout le reste est réussi. Et en plus, j'aime beaucoup les films en milieu carcéral. Alors celui-là, vous aurez une critique, ça, vous pouvez en être sûr. Ensuite, 3e position, en ex-aequo, Tomorrowland et Chappie, mais vraiment pas pour les mêmes raisons. J'ai fait des critiques sur les deux films, je vous invite à les voir. Je terminerai avec la 2e et 1re position. 2e position, Michael Connaas de Arnaud Despalières. C'est une grosse attente que j'avais avec ce film parce que j'étais très très impressionné par son documentaire Disneyland, mon vieux pays natal, que vous pouvez voir sur YouTube. Arnaud Despalières avait fait un énorme travail son. Et là, il fait une intrigue en milieu moyenâgeux avec Mads Mikkelsen, je crois bien. C'est remarquable, c'est super bien fait, c'est anticlimatique, anti-spectaculaire. Il faut s'y attendre, il faut y croire, et moi j'y ai cru et j'ai beaucoup aimé. Première place, ce n'est pas une surprise, Star Wars, ils peuvent aller se rhabiller. Pour moi, Star Wars c'est un bon film, mais rien de plus.
Star Wars ne fait pas le poids contre le retour d'une icône du cinéma, Mad Max dans Mad Max Fury Road. Incroyable, j'ai frisson dès qu'on rentrait dans la salle. Moi j'étais chaud, j'étais vraiment chaud, je me suis dit oh là là, on va voir Mad Max. Je devenais fou et la salle s'est éteinte. Et tout d'un coup, le logo de la Warner, avec un gros bruit de moteur. Vroom, vroom. Et là je me suis dit Wouah! Et là j'étais parti pendant 2 heures, j'étais parti, c'était formidable. Oh là là, moi j'avais des frissons, c'était palpitant, c'était... Oh là là, c'était vrai, c'était formidable. Ah oui, vraiment, il n'y a même pas photo quoi. Il est loin devant, même The Fall était plus impressionnant que Star Wars. Pour dire, enfin, Star Wars ça va. Mais il y a un tel cahier des charges. Je vous en ai pas parlé de Star Wars, mais Star Wars, il y a un cahier. Je ressentais tellement le cahier des charges qu'à la fin, c'était lourdingue quoi. Je vais pas faire une critique de Star Wars là dans la première partie de la FAQ, mais non, franchement, ouais, ok. De toute façon, maintenant, on va s'en bouffer tous les ans. Alors bon, c'est pas comme si c'était quelque chose d'inédit, n'est-ce pas? Voilà. Je pense que maintenant, vous voudriez peut-être que je réponde un peu à quelques questions. Alors c'est parti! Question de Vincent Vega. Quelle est ta période cinématographique favorite? Moi je crois que je pourrais dire sans hésiter l'expressionnisme allemand, de 1913 à 1933. Je pense que c'est pas forcément parce que je suis alsacien et que je suis à côté de l'Allemagne, mais j'adore ce mouvement, j'adore ce qu'il représente. J'adore ses retombées. Après, je suis un admirateur, mais je n'ai pas vu tous les films, très loin de là. Je n'ai vu que les principaux, et je n'ai pas commencé à dévorer des bouquins dessus. Je suis un admirateur, mais pas un fanat qui fonce sur le moindre ouvrage dessus. T'es-tu intéressé à la série True Detective? Non, pas du tout. Oh, je vais pas me presser pour de la série. Vous savez, moi, la série, c'est comme si j'avais pas assez de choses à regarder avec les films. Si vous voulez des avis sur de la série, je suis sûr qu'il y a plein de chaînes, et des chaînes en plus françaises qui en parlent. On m'a conseillé tellement Breaking Bad, je suis allé le voir, j'ai tout regardé, je trouvais que c'était à chier. Voilà, moi j'ai grandi avec des films et les séries que je connaissais, elles n'avaient pas la prétention d'avoir autant d'argent que les films. Donc moi je vois maintenant des séries qui débarquent qui sont super chiadées avec des acteurs de films et tout ça. Moi je vois ça comme une sorte de mutant et j'aime pas trop ça. Je suis issu de mon époque, hein. J'essaye d'être le moins has-been possible, mais c'est pas évident. Je sais que je veux pas me presser pour regarder quelle que soit la série. D'où vient la musique en fond que tu utilises très souvent, notamment dans tes FAQ? Oh, généralement c'est toujours un peu les mêmes musiques, de Fallout, des musiques de Imperium Galactica, qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, il y a quelques trucs orchestraux de Final Fantasy qui ne sont pas sous copyright. Total Annihilation et Total Annihilation Kingdom. Voilà, des musiques de jeux vidéo qui sont pas trop mauvaises. Ça reste du fond, hein, bien entendu, ça c'est rien de plus. Ensuite, une autre question. Penses-tu qu'il faille être très cultivé en termes de cinéma pour proposer une critique légitime à un public comme le tien? J'entends là un auditoire qui provient du web. J'ai envie de dire oui, parce que sinon on reste dans une masse qui ressort toujours les mêmes films. Ah, je vais vous parler de Retour vers le futur. Je vais vous parler de Halloween, la version de Rob Zombie, bien sûr. Oh là 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 là. Non, mais moi je suis consterné parce que on voit toujours les mêmes films qui tournent. Alors, soit c'est les films, t'en entends parler tout le temps, les mecs qui te ressortent des vidéos dessus. Soit c'est, bien sûr, parce que la personne elle sait pas trop, elle a pas trop de culture, donc elle va te faire les films de sortie de salle. Bien sûr, ça fait amener des gens sur la chaîne, hein. Ça fait gagner de l'abonné facilement, hein. Non mais il faut dire ce qui est aussi, hein, c'est un peu ça. Et enfin on a la personne qui va te faire des résumés des films, vous savez, à la manière de Crost, hein, ce genre de truc, ou d'autres chaînes, hein. Moi je pense à Monsieur Méa qui peut faire ça aussi de temps en temps. Voilà, donc des trucs comme ça. Enfin, être cultivé, c'est pas seulement connaître le nom des films, mais c'est aussi savoir en parler d'une façon qui arrivera à être en décalage avec tout ce qui se fait. Alors bien sûr, si la personne veut être... Alors ça, c'est des questions que je pourrais parler pendant des heures, hein, mais je vais essayer de me calmer. Mais bien sûr, si la personne veut absolument rentrer dans le rang et dans une certaine catégorie de podcasteurs, oui, ça, y a pas de souci, elle peut faire ce qu'elle veut. Mais être intelligent vis-à-vis du cinéma et être cultivé vis-à-vis du cinéma, c'est aussi savoir choisir les films. Des films qui sont fascinants, pas forcément les films qu'on connaît tous. Parce que, mis à part reparler une énième fois de Jurassic Park
ou de la trilogie de Batman ou des choses comme ça, ça n'a aucun intérêt. Ou alors, justement, il faut l'attaquer sous un angle très précis que personne n'a vu avant. Ça nécessite des recherches. Ça nécessite d'être cultivé. Un auditoire qui provient du web, ça voudrait dire aussi des gens qui ont accès à beaucoup de choses, en écrit, en culture, en cinéma, en film lisible, visible, donc il faut être aussi exigeant. Enfin, c'est normal. Moi, je milite pour ça. Des vidéos de 5 minutes sur les films, ça ne sert à rien du tout. Ça peut donner juste son avis, mais on développe rien du tout. Or, vraiment, ce qui est intéressant, c'est le développement. Et maintenant que moi je n'ai plus de limitation, à un moment je me prendrai un strike et j'aurai de nouveau une limitation de 15 minutes, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. J'essaye de faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Je peux poster des vidéos très longues. Et je vais pas me gêner. Parce que pour moi, c'est aussi important, quand on est cultivé, d'en faire profiter un maximum. Et les gens qui sont vachement cultivés, « Oh, moi je suis cinéphile, mais je parle d'un film juste pendant 5 minutes. Hein » C'est de la culture un peu limitée, j'ai envie de dire. Alors bien sûr, ça prend du temps. Ah, bah dans ce cas-là, on commence pas une chaîne sur le cinéma si on veut juste faire des vidéos de 5 minutes. Ou alors c'est des trucs super chiadés. Que la personne cultivée en cinéma doit aussi, bien sûr, choisir ses mots, les connaître. Et si elle ne les connaît pas, doit aller se renseigner ou alors poser, on va dire, des mots avec délicatesse. Un mot n'est pas égal à un autre concernant le cinéma et on peut très vite se tromper tellement il y a de définitions, de catégories, de choses et de trucs. C'est très très compliqué. La personne cultivée peut faire la différence et là doit aussi faire état de pédagogie parce que être cultivé, c'est pas juste savoir des choses, c'est savoir aussi en parler, à mon sens. Quand même, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de cultivé doit aussi communiquer. Si elle veut vraiment communiquer, doit faire état de pédagogie envers les gens en face. C'est pas juste moi je suis cinéphile et je vais vous apprendre des trucs. Non, c'est poser les choses presque en ignorant en fait le spectateur en face. En faisant en sorte que tout le monde est égal, on réexplique les mêmes choses. Voilà. Et pas imaginer la culture d'en face, la culture de la masse qui suit la personne en face. Comme ça, on se trompe pas en fait. On considère que personne ne sait ces informations, on les dit et on les explique le plus simplement possible. Quitte à se répéter dans une autre vidéo aussi, bien entendu. Oui, je pense que un peu de culture, même beaucoup en termes de cinéma, est nécessaire pour proposer une critique légitime à un public comme le mien. Après, comme le mien, comme si mon public était déterminé. Non, je pense pas. Mais oui, une critique légitime, ou sinon t'es noyé dans la masse. Et quelconque, parce qu'il y a beaucoup plus de gens maintenant qui font des vidéos sur le cinéma. Donc il faut sortir du lot. Pour moi, c'est évident qu'il faut être très cultivé, parce que sinon, on n'en sort pas, quoi. Mais ça s'apprend, ça se fait au fur et à mesure. Bon, je vais m'arrêter sur cette question, mais c'est une très bonne question, je suis sûr qu'il y a des strates de la réponse que j'ai pas pensé. Quelle est selon toi l'attitude la plus raisonnable pour consommer du cinéma aujourd'hui? Suivre l'actualité en s'intéressant aux sorties ou bien découvrir d'anciens films que l'on jugerait intéressants à regarder? Ou un savant mélange des deux? Oui, un savant mélange des deux. Enfin, ça c'est tellement évident. Bien sûr, il faut reconnaître un petit peu le passé. Parce que c'est le passé qui nourrit l'avenir, bien entendu. Mais il faut aussi suivre l'actualité. Parce que, imagine, par exemple, moi, bon, c'est pas le cas, mais je vais pas aller voir Star Wars. Voilà, je vais pas aller voir Star Wars. Pendant 3 mois, je pourrais pas discuter avec certaines personnes parce que j'aurais pas vu Star Wars. Il faut rester dans l'actualité. Parce que sinon, les gens qui sont autour de nous, c'est difficile de parler avec eux des films qui sortent. Donc même s'il y a des gros blockbusters qui nous donnent pas forcément envie, faut peut-être aller un peu les voir, quoi. Enfin, pour moi, c'est évident. Parce qu'après, si on reste dans le passé, on peut se fermer au possible avenir, au possible film, et après, être en retard, être has-been alors qu'on est jeune. Has-been cinématographiquement parlant. Donc c'est un savant mélange de deux, oui, bien sûr. Parce qu'après, le passé, si on regarde un peu le passé, ça nous permet d'être moins dupes vis-à-vis des films qui sortent. Parce que la plupart du temps, on croit que « Ouais, ça c'est un super effet, oh là là, il est super bien ce film ». Et en fait, on se rend compte qu'il y a un film 20 ans avant qui avait fait exactement la même chose. Ah ah. Donc ça c'est amusant. Une cinéphilie assez balancée, assez équilibrée. Ensuite, dernière question, quel est ton avis sur le téléchargement illégal, sur les positions des distributeurs face à cette pratique, rendue possible depuis peu grâce à Internet? Penses-tu qu'il s'agit d'une réelle menace pour le cinéma? As-tu déjà réfléchi à des solutions qui permettraient de résoudre ces problématiques?
téléchargement illégal, bien pour certaines catégories de films, c'est difficile de faire autrement. Il y a des films, je pense à des films russes, jamais on les verra en France, donc et même pas sur les plateformes légales. Alors Netflix, vous pouvez toujours crever, hein. Donc non, enfin là, il y a du téléchargement illégal qui est même logique. Hein, des films qui sont très underground, c'est logique également. As-tu déjà réfléchi à des solutions? C'est pas moi qui vais chercher les solutions. Moi, je suis pas producteur, je ne suis pas distributeur, je ne suis pas exploitant, je suis juste un monteur, rien de plus. Donc tu sais, moi je m'en fous, quoi. Après, s'agit-il d'une réelle menace? On n'est jamais allé autant au cinéma aujourd'hui. Ça m'est arrivé quelques fois, pas souvent, mais ça m'est arrivé de télécharger illégalement et d'après regarder le film. Parce que moi, je télécharge quand même illégalement assez souvent. C'est en effet une déviance, un excès qui en théorie devrait être complètement éradiqué. Dans l'absolu, oui, parce que ce n'est pas normal. Mais alors, est-ce que c'est aussi légal d'enregistrer des programmes de télé, de films de télé sur son Blu-ray ou sur son DVD ou sur sa cassette à l'époque? Est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose de pirate? Ah ben là, on peut aller très loin dans ce cas-là. Non, je pense que c'est tout à fait issu de son temps, mais bon, quand tu vois les scores gigantesques que font les films au cinéma, ma position est que on devrait éradiquer un peu plus, mais après la façon dont on pourrait le faire, c'est juste impossible, parce que les mecs, on place voilà, des structures comme Adopi, on sait très bien que la structure était déjà obsolète quand elle a été mise en place. J'ai lu le texte de loi, ça passait plus son temps à définir qui était le chef de qui dans la structure que définir vraiment les termes téléchargement, page web et tout ce bazar, hein. Donc qu'est-ce que vous voulez faire avec des gens comme ça, quoi? Les hackers qui travaillaient pour Adopi, donc des gentils hackers, quoi, et ils disaient que le système était déjà obsolète, qu'il fallait en fait le rénover presque chaque année, mais c'est trop d'argent. Alors bien sûr, voilà, maintenant le truc, je sais pas où ça en est, Adopi, mais c'est mort, quoi. Des fois, t'aurais des lettres qui arriveraient là. Ah, vous allez avoir un procès. Ah ouais, vachement. Si c'est pour payer 150 €, y a pas de souci, hein. Non, mais voilà, c'est des conneries. Moi, je trouve ça des grosses conneries. Non, on s'en sort plutôt pas mal. C'est pas si mauvais que ça. Donc voilà mon avis. C'est pas très structuré, mais bon, je crois qu'il faut pas trop s'en inquiéter. Si ça pouvait être un peu moins foufou, les téléchargements, ce serait bien. Mais bon, en attendant, c'est comme ça. Voilà. Je te remercie pour ta question, Vincent Vega, comme le mec dans Street Fighter. Ouais, je te remercie, c'était une bonne question. Ensuite, des questions, de très nombreuses questions de anonymes sur YouTube. Oh là là, t'as fait péter le score des questions là, il y en a beaucoup. On va essayer d'être rapide mais concis. Je pense que ça va pas marcher, mais bon, on peut essayer. Peux-tu nous donner une liste détaillée des musiques de fond que tu utilises dans tes vidéos? Bon, je sais pas si c'est vraiment nécessaire, mais généralement, c'est toujours un peu les mêmes musiques. Ce sont des musiques de vieux jeux vidéo, Total Annihilation Kingdom, Fallout 2. Qu'est-ce qu'il y a encore? Imperium Galactica. J'ai pas essayé Dungeon Keeper, mais peut-être que ça marche aussi. Il y a quelques musiques de Bayonetta que vous avez dans mes critiques. Je vous dis pas lesquelles, mais il y en a. Pas des trucs de film, hein. Franchement, pas des musiques de film, c'est trop risqué. Moi-même, je la connais pas, ma liste détaillée de musique, mais voilà, c'est plus des musiques de vieux jeux. Ensuite, comment expliquer le désormais succès, aussi bien auprès des critiques que du public, d'un Tarantino et de ses films ultra référencés, issus de la culture populaire? Un tel consensus est-il signe d'un changement d'époque, celle des geeks? Alors, c'est amusant que tu dises ça, parce qu'il y a pas très longtemps de ça, il y avait Pitoff qui disait que Tarantino c'était un peu le David Guetta du cinéma américain. Je pense qu'il s'insère parfaitement dans son temps et des références que les gens arrivent à reconnaître, parce que moi personnellement je crois que c'est là où j'ai pas beaucoup d'intérêt dans le cinéma de Tarantino, c'est que les films qu'il cite, c'est pas des films qui m'intéressent beaucoup, donc forcément ça peut un peu bloquer de mon côté. Il y a aussi, je pense, cette mouvance film cool, film avec des situations rigolotes. Oh là là, oh j'ai une batte de baseball, oh non je vais prendre une tronçonneuse, oh non je vais prendre un katana, cette espèce d'échelle au gore, à la violence que les gens aiment bien généralement. Le gore marrant, vous savez, le gore marrant, hein, avec tout ce qu'on a eu dans Kill Bill. Je pense qu'il y a un mix assez ingénieux qu'il a réussi à faire, tout en ayant un style quand même très décomplexé, rigoureux, et des situations décomplexées qui font que le public suit. Bon, personnellement moi je m'en fous,
Tu parles de changement d'époque. Non, non, le mec il s'inscrit dans une époque. C'est pas lui-même un changement d'époque. Il y a des gens qui ont fait ça avant, qui ont référencé leurs films bien avant lui. Donc d'ailleurs, qui ont commencé à référencer leurs films au moment où lui il commençait à regarder des films. Donc faut pas déconner non plus. Changement d'époque, celle des geeks. Ouah, Coppola, De Palma, Spielberg, c'est un peu des geeks aussi, hein, j'ai envie de dire, mais des geeks d'une autre époque, des geeks de cinéma. Hein. Là, je trouve que c'est un peu mal placé de parler de geek. En plus, ça renferme dans des catégories de personnes, c'est pas excellent. Je pense qu'il référence d'une façon assez délurée et que le public apprécie, parce que des gens qui ont creusé aussi dans les années 90 comme Fincher ont aussi des références. C'est un cinéma aussi très référencé. Par contre, il faut aller chercher, hein. Pour trouver les références chez Fincher, c'est beaucoup plus balèze. Donc, mais ça reste aussi quelqu'un qui est influencé par des choses, hein. De même que Michael Bay, par exemple, qui est aussi arrivé ces années-là. Toute cette génération est aussi influencée. Mais il y en a qui le montrent plus que d'autres. Tarantino est quelqu'un qui le montre d'une façon assez exacerbée, hein, avec des grosses citations bien lourdes. Mais il y a un mix de plein de choses qui font que il est populaire. Il est à l'origine de rien du tout, Tarantino. Il est juste vraiment bien ancré dans son temps, et comme beaucoup d'autres réalisateurs, il a du succès. Alors ensuite, toujours sur le même registre, est-ce que cela explique qu'un Pacific Rim reste en odeur de sainteté, alors qu'après 6 mois, un Avatar était violemment critiqué pour son scénario et son manque de profondeur? Deux aspects tout aussi présents selon moi dans Pacific Rim. Je ne vois pas où tu veux en venir. Tu veux dire que Pacific Rim serait, on va dire, le témoin d'un changement de valeur? Parce que, honnêtement, j'ai revu Pacific Rim récemment et j'avais vu aussi Avatar, la Director's Cut, enfin l'espèce de version longue. Y a pas photo, ça c'est sûr. Y a pas photo entre le scénario et la profondeur d'Avatar et celui de Pacific Rim. Mais, enfin pour moi, Avatar et fonctionne, mais dans la caractérisation parfaite des personnages et surtout dans la façon que James Cameron a de nous le narrer. C'est ça aussi qui joue énormément, je pense. Après, il y a eu un cinéma de Mr. Bobbin sur Pacific Rim qui, comment dire, réévalue un petit peu le scénario, les messages de Pacific Rim et en montre finalement que c'est un très bon film. La différence, c'est que Avatar est quand même réalisé par James Cameron, qui est quelqu'un qui est plutôt jeune, qui a de l'expérience, qui a peaufiné son scénario pendant assez longtemps, et c'est quelqu'un qui est un réalisateur né. Vraiment, tous ses films sont à voir, tous, même son premier là sur les trucs de piranha volant là, surtout qui débarquait sur le tournage. Enfin bref, c'est pas le sujet. Je veux dire, si tu dis que Avatar était violemment critiqué pour son manque de profondeur et son scénario, il a été encensé aussi pour les mêmes raisons. De même qu'à Pacific Rim, il y a des gens qui l'ont complètement défendu et d'autres qui l'ont complètement démoli. Donc finalement, il n'y a aucun changement de valeur là. Il n'y a pas de changement d'époque, il n'y a pas de changement de mentalité. On est exactement dans la même situation. Il se peut éventuellement que toi tu n'aies pas vu certaines critiques élogieuses ou non par rapport à tel ou tel film, que tu n'as pas une vue d'ensemble sur les critiques. Donc toi tu as peut-être l'impression que ce film est violemment critiqué partout, alors que ce n'est pas forcément le cas. Ça c'est vrai, ça c'est très très dur quand on reste sur internet d'avoir une vision globale des critiques. Je dis pas que j'en ai une, mais essaye, enfin si t'arrives, si t'as le temps, hein, ça c'est les trucs que moi je prends le temps, mais vous avez peut-être, enfin vous internautes qui me suivez, vous avez peut-être pas envie de prendre votre temps à faire ça, c'est de regarder les autres critiques. De regarder une trentaine, cinquantaine de critiques, de regarder sur les sites de critiques ce qu'ils en disent et tout ça. Ça c'est une démarche qui est longue, mais elle peut être intéressante pour nuancer votre avis sur le film et l'avis que vous ressentez généralement. Parce que c'est pas parce qu'il y a 6 de vos copains qui disent « Oh, ce film, il est mauvais !» qu'il est forcément mauvais sur toute la planète. Hein. Quand tu vois des scores incroyables qu'a fait Terminator Genesis en Chine, tu te dis « Ah ouais, mais là-bas, ils ont peut-être vachement kiffé. » Alors que chez nous, on a trouvé que c'était un peu limite, quoi. Enfin, sans vouloir remuer le couteau dans la plaie. Oui, c'était un petit peu limite. Donc non, là, il y a une affaire en plus de vision de la critique, vision globale des critiques que tu n'as pas eu quand tu as vu ces deux films. Mais je pense qu'Avatar s'en est beaucoup mieux sorti que Pacific Rim. Hein. Ensuite, d'où provient cette dichotomie qui voudrait qu'il existe des films de genre en opposition aux films d'auteur et vice-versa? Il y a des films de genre qui sont des films d'auteur.
Après, les critiques françaises se montent le bourrichon, hein, y a pas de souci. Hein. Non, mais il y a les critiques françaises qui sont des fois un peu mal placées et qui pensent que le film de genre c'est une chose et que le film d'auteur c'est une autre. Alors que on a eu encore une fois, là, quand je parlais juste avant de Guillermo del Toro et de Pacific Rim, Crimson Peak, c'est un film de genre, un film de fantôme, un film d'horreur, un film fantastique, et c'est un film d'auteur, parce que c'est Guillermo del Toro. Et je pense que nous retrouvons plein de choses de Guillermo del Toro dans ce film-là, Crimson Peak. Sachant que, d'ailleurs, tout l'aspect gothique, latino-gothique, comme il disait dans l'émission de Rafik Djoumi Beats, on le retrouve dans la filmographie de Guillermo, et dans ce film-là, donc ça reste une patte d'auteur. Cette dichotomie, elle n'a pas lieu d'être, tu l'entends dans quelques critiques, mais c'est pas quelque chose qui est partagé partout. Hein. C'est une fausse interrogation et c'est une fausse dichotomie. Ensuite, le cinéma français ne souffre-t-il pas d'un trop plein de subventions et de financement de chaînes télé qui expliquerait son manque d'innovation? Je pense que là tu marques un petit point, absolument. Je crois que je l'avais d'ailleurs dit dans d'autres FAQ précédentes. Oui, je pense que la télé lisse certains scénarios, certaines idées. Et oui, si je devais être clair et rapide dans ma question, oui, il souffre d'un trop plein de subventions. Jusqu'à des fois plus de la moitié. Et encore, je me rappelle d'un exemple, mais c'était... Ah ouais, c'est vrai que le film était pas terrible. C'était Arsène Lupin avec Romain Duris. Alors je sais plus si c'était 45% ou davantage, qui était financé par TF1. Une boîte subsidiaire à TF1, voire TF1 elle-même. Rendre le style moins excessif, plus clair, parce qu'à la télévision, on veut des choses qui soient claires, qui soient tendances. Alors que la même personne veut peut-être faire que des plans séquences de ouf, et non, ça se fait pas, donc on le fait pas. Voilà, parce qu'il y a des productions, il y a des décisionnaires qui veulent des retours sur la finance, et qui veulent aussi que le film soit, comment dire, en adéquation avec ce que propose la chaîne de télévision, donc il y a un style aussi, une esthétique à avoir. Après, ce n'est pas une mauvaise chose, hein, en termes de réal, de s'appliquer pour faire un style télévisuel, parce qu'encore une fois, c'est pour les codes. Il faut apprendre les codes. Mais je suis absolument d'accord avec toi, il y a beaucoup trop de financement télé. Hein. Ce sont donc des financements pour ceux qui se disent « Ah mais la télé finance directement le film ». Non, 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 la télé ne finance pas directement, mais elle achète les droits en avance, les droits de diffusion. Ensuite, question suivante, tout un pan du cinéma se conçoit comme devant filmer le plus réaliste possible, sans quoi il manquerait de l'authenticité nécessaire à son récit et le dénaturerait. Quitte à ne vouloir utiliser aucun artifice visuel, ne vaut-il pas mieux faire des documentaires dans ce cas-là? Oui, mais on ne peut plus créer d'histoire dans ce cas-là. Un documentaire, c'est retracer la réalité d'une chose. Mais on peut faire, à la manière des Dardennes, comme tu cites très justement, une fiction quasi réaliste. Je vous renvoie au cinéma de Ken Loach, je vous renvoie au cinéma, justement, le style réaliste. Dans un cinéma de blockbuster et d'action, ce serait Pan Greengrass, que j'ai fait d'ailleurs découvrir à quelqu'un qui se reconnaîtra dans cette vidéo, qui a été scotché, mais littéralement par le style de Greengrass. J'ai jamais eu une adrénaline pareille dans les autres films qu'avec le cinéma de Greengrass. Hein. Et ça, c'est un style réaliste. Alors que c'est le style le plus difficile à faire en termes esthétiques. Parce que tous ces plans, il faut filmer d'une façon un peu documentaire, un petit peu chaotique, et il faut monter tout ça. Et le montage de ces films-là sont très très compliqués. Et je pense que pour les Dardennes, ça devait pas être évident non plus. Je connaissais pas mal la filmographie des Dardennes, j'ai pas vu leur dernier film, je crois. C'est un cinéma qui est complètement fascinant, quoi. Et pour le coup, eux, ils ne font pas des plans très découpés, mais ils font beaucoup de plans séquences. C'est là où on peut faire ressortir l'authenticité par rapport à Greengrass, qui lui découpe beaucoup ses situations, ses séquences. Non, là, tu joues sur quand même un autre registre. Le documentaire, c'est le réel. Là, on veut faire quelque chose, comme tu le dis, le plus réaliste possible. Si la personne, c'est là la différence. Dans un documentaire, la personne, elle va t'expliquer une chose en se plaçant d'une certaine façon par rapport à la caméra. Voilà, elle va t'expliquer comment, par exemple, elle va traire les vaches. Voilà, donc elle va se poser avec son tabouret devant la vache et elle va commencer à prendre les pieds de la vache et à faire son travail. Et elle va faire vraiment ça. Et tu vas pas pouvoir t'y opposer. Tu vas juste filmer. Ça, c'est le docu. C'est le truc de base, hein, je vous dis une situation comme ça. Mais pour la fiction, t'as peut-être envie que le coton fermier, il vienne pour caresser un peu le dos de la vache, tu vois? Ou regarder un peu la vache avant de commencer à se mettre au travail.
Et imagine qu'en se mettant au travail, le mec il veut créer une situation. Tout d'un coup, il fait une erreur et il fait tomber son seau de lait. Presque plein, on va dire. Bah ça, c'est de la fiction. Tu crées des situations. Alors que dans le documentaire, le mec, c'est un professionnel, il fait ça depuis des années. Il n'aura aucun problème. Et il te va faire ça, tac, tac, tac. Après, c'est peut-être pas un bon exemple, mais imagine seulement que tu veux créer une situation et tu veux que la vache, elle soit énervée. Dans le documentaire, il se passera rien. Tu auras juste le mec qui va traire la vache et qui va partir. Voilà. La fiction te permet de faire des choses supplémentaires que le documentaire ne te permettra pas de faire parce que tu n'as aucune prise sur le mec. Et si tu commences à dire, alors là, il faudrait que vous vous placiez comme ça et tout ça, et tu dis ça au fermier qui, lui, il veut juste traire sa vache, bah là, tu commences à organiser une fiction. Voilà. Mais oui, tu vois, je pense que là, tu vois la différence entre le style réaliste et un style documentaire où le documentaire, tu n'as pas à intervenir sur le réel. Tu essaies de le capter le mieux possible, voire même, ça arrive de demander à la personne de refaire la situation. Tu n'orchestres pas la situation. Tu demandes juste à la personne de le refaire. Mais tu vas pas intervenir dans son processus à lui. Ensuite, toujours sur ce type de cinéma très académique, au moins en France, j'ai l'impression qu'il est presque intouchable, comme si le critiquer relevait du politiquement incorrect. Un film, même mauvais, se voit ainsi justifié comme utile d'exister, tandis qu'on peut détruire publiquement n'importe quel film de divertissement sur le registre de la diversion au réel. Le cinéma français ne souffre-t-il pas d'une certaine récupération politique idéologique ? Bah, je ne sais pas, je pense pas qu'on aille si loin, mais je pense qu'il y a un gros problème. Quand tu dis le cinéma français ne souffre-t-il pas, tu devrais dire les critiques, hein. On en revient toujours aux mêmes conneries, quoi. Hein. Putain de nouvelle vague. C'est eux, mais en fait c'est eux qui nous ont foutu que dans la merde, avec leur cinéma d'auteur. Hein. Ça a foutu la merde, mais un truc de malade. Alors bien sûr, c'est du pain béni après pour les études universitaires, parce que ça a beaucoup fait avancer les mentalités, mais... là, on s'enferme dans des machins. Ah, mais le divertissement joue sur d'autres tableaux aussi, maintenant que j'y pense. Il y a des codes, il y a des cahiers des charges. Et le cinéma de divertissement est académique. L'académisme, c'est faire les trucs, on va dire, grossièrement, c'est faire les trucs plan-plan. Hein. Ce n'est pas faire le cinéma d'auteur. Hein. C'est reconnu par l'académie, tu veux peut-être dire. Mais le style académique, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Ça n'a rien à voir avec les Dardennes, hein, ça c'est sûr. Moi, c'est des questions, j'arrive même pas à saisir un peu ce que tu veux dire. Oh, une récupération politique et idéologique, bon, je sais pas si on peut aller jusque-là. Là, je suis peut-être un petit peu terre à terre avec cette question, j'arrive pas à bien en saisir. Moi, de toute façon, dès qu'il s'agit de débat politique, j'en ai rien à foutre. C'est sûr. Qu'est-ce que je peux te répondre ? On a tous tendance un petit peu à le faire, puisque... on a ces critiques qui nous le font à notre place, et c'est une grande tradition, j'ai envie de dire, en France. C'est une grande tradition d'opposer les riches et les pauvres, n'est-ce pas, hein? Le blockbuster qui a plein de pognon et le petit film d'auteur. Il y a toute cette tendance marxiste dans le cinéma. Donc... une récupération politique et idéologique, oui, dans l'absolu, c'est on place des conventions politiques sur à peu près n'importe quoi, donc oui, on déplace aussi des choses qui n'ont rien à voir avec le cinéma sur le cinéma même, et après on en crée des oppositions entre les maisons de prod, entre les productions elles-mêmes, entre les réalisateurs. Ah, moi je suis un super réalisateur parce que je fais des films dans totale liberté, ou moi je suis un super réalisateur parce que j'ai tellement d'argent que je peux faire n'importe quoi. Donc on en revient toujours un peu à ces mêmes trucs, mais est-ce qu'il en souffre, le cinéma français? Bah, on n'a jamais fait autant de films, donc je ne crois pas vraiment qu'il souffre. Je suis désolé, mais je suis pas super à l'aise avec cette question. Je pense que je loupe. J'ai peut-être pas l'esprit à ça en ce moment pour répondre à cette question. C'est aussi le fait de répondre sur le vif sans avoir vu ta question avant. Ça joue aussi bien sûr sur ma réponse, sur mon manque de précision par rapport aux questions. J'espère que tu m'en veux pas. Mais oui, t'inquiète pas, c'est une question intéressante, mais je pense pas qu'il faille s'en inquiéter parce que ça a toujours été un petit peu comme ça, hein, et ça ne changera pas. C'est pas tout d'un coup aujourd'hui il y a une prise de conscience. Non, ça a déjà été le cas bien avant. Ensuite, est-ce que comme moi, seul ou même parfois plusieurs, tu t'ennuies devant les plus grands nanars? Alors qu'est-ce que t'appelles les plus grands nanars? Passé l'étonnement de certains, ça reste des films désagréables à regarder. Pour le coup, les nanars parodiques du style Sharknado ou les productions Trauma permettent de combler ces défauts de forme. Moi j'en ai rien à foutre, hein. Mais rien à foutre des nanars. J'en regarde pas. Ça m'arrive d'en regarder, mais...
c'est pas vraiment des nanars, quoi. Après, bon, ça dépend. Déjà, c'est très rare... Non, je vais être plus clair. Jamais, depuis des années, j'ai regardé des films comme ça avec des potes et tout ça. Non. Depuis des années, ça fait... Oh là, je crois que je l'ai même jamais fait. Genre, on se pose avec d'autres personnes. Ça fait très longtemps que je n'ai plus fait ça. Donc moi, j'ai toujours un rapport au film quasi tout le temps seul. Donc, moi, je regarde ce que j'ai envie de regarder. J'ai pas envie de regarder de nanar. Et même, c'est con. Attendez, il y a tellement de bons films et on veut gâcher sa soirée avec des amis pour regarder du nanar, alors qu'il y a des super films, des films d'action géniaux, des films, tu parles de... Moi, j'ai revu récemment Braveheart. Ça, c'est génial, Braveheart. Ça, on peut regarder avec les copains. En plus, ça fait un film de 3 heures. Et les mecs, non, on va regarder du nanar. Mais qu'est-ce que c'est que ce foutage de gueule, quoi? Non, ça aussi, c'est du foutage de gueule, quoi. C'est gâcher ses soirées entre amis, tout simplement. Ensuite, donc oui, moi j'en ai rien à foutre des nanars, ça m'ennuie, c'est pour ça que j'en regarde pas. Ensuite, as-tu des réalisateurs réputés dont tu n'apprécies pas les films ou bien qui te laissent de marbre? Tarantino, Alain Chabat, ouais, les trucs là, La Cité de la Peur ou Cléopâtre, quelle connerie, moi je trouve que c'était une immense connerie. Hein. Pas du tout compris. Les Bryce de Nice aussi, qu'est-ce qu'il y a comme cinéma que je n'apprécie pas Ouais, tout ce qui est néo-réalisme italien aussi. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Nouvelle Vague, je me presse pas pour regarder. Ça, des fois, je regarde, mais pas des masses. Vraiment pas des masses. Voyons. En cinéma américain contemporain, qu'est-ce qui me passionne pas du tout? Bah, les Marvel, vous le savez bien. Moi, les Marvel, ça m'intéresse pas non plus. Bah, après, les réals même, je suis pas aussi vindicatif, mais ça dépend vraiment des films, hein. Je pense que ça dépend plus des films ou de tendances que de réal à proprement parler. En termes de réal, j'ai pas de liste sous la main, mais je ne cours pas derrière les Xavier Dolan, je ne cours pas derrière les frères Cohen, je ne cours pas derrière les Tim Burton, voilà, des noms qui peuvent être de cet acabit-là. Après, ça va, ça vient, hein. Je veux dire, des frères Cohen, j'ai bien aimé Lady Killers, j'ai bien aimé Burn After Reading, j'ai bien aimé Rob Brother. Après, c'est un style qui me touche pas. Et il n'y a pas de mal à ça, mais ça veut pas dire pour autant que je le regarde pas. J'ai regardé des Xavier Dolan, qu'est-ce que j'ai regardé? Les Amours imaginaires et Tom à la ferme, je crois. Je n'ai pas encore vu Mommy. Il paraît que c'est bien. Moi, je me méfie, hein. Vous savez, quand il y a un trop gros consensus critique, c'est délicat. Je regarderai ça avec plaisir. En tout cas, par exemple, moi, je n'ai pas bien reçu la vidéo qu'il avait faite avec Indochine pour la chanson College Boy. J'ai pas aimé du tout, hein, mais c'est plus après la violence qu'il y avait à l'écran que j'ai refusé. Après le clip il est bien fait, hein, mais c'est plus la violence que j'ai refusé. Voilà. Bon, c'est pas une liste exhaustive, hein, mais je crois pas que tu souhaitais une liste exhaustive. Ensuite, connais-tu des films sachant utiliser correctement ou de façon intéressante la 3D? Je n'ai pas vu assez de films, je peux pas répondre à cette question. Je finis enfin sur la question la plus importante. Est-ce que comme moi, tu attends avec une impatience fébrile un biopic sur Tupac? Non, j'en ai rien à foutre. Voilà, je te remercie pour tes questions. Il y avait plein de trucs intéressants, surtout les premières questions, moi je les trouvais assez intéressantes. Et je te remercie et je te dis à bientôt. Ensuite, des questions de Théo Matchler. Est-ce que ton avis sur le cinéma français a évolué? Non, pas vraiment. C'est comme pour tout. Il y a toujours des mauvais films et des bons films dans l'année. Après, on a tendance à surmédiatiser les mauvais films et à laisser les bons films un peu sur le côté. C'est bien dommage. Non, par rapport aux années précédentes, ça n'a guère évolué. Après, je dois dire que j'en regarde pas tant que ça des films français, donc je me base sur peut-être des a priori et des jugements un petit peu dépassés. As-tu des semaines spéciales en tête? Oui, mais je te dirai rien. À part Alexis, est-ce que tu as rencontré d'autres critiqueurs, d'autres youtubeurs? Oui, concernant le cinéma, j'en ai vu. J'ai croisé Matt lors de sa rencontre là au Trocadéro. Il avait organisé une journée. C'était sympa. Mais putain que c'était long. J'en pouvais plus à la fin de la journée. J'en pouvais vraiment plus. Surtout, je veux dire, les sujets de conversation, c'était à s'arracher les bras, quoi. Qu'est-ce que tu penses de Jurassic World? Qu'est-ce que tu penses du prochain Star Wars? Tous les films mainstream, ils sont passés. C'était chiant. Ce genre de conversation, moi, ça m'ennuie beaucoup. Hein. Surtout, bien sûr, étant donné que
Les gens n'ont pas tous bien entendu, le mec il se répétait toute la journée. Oh là 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 là. Et Retour vers le futur, oh là là, encore des conneries. Mais c'est pas, le film n'est pas une connerie, mais c'est à chaque fois revenir sur ces mêmes sujets de conversation. C'est affolant, saoulant. Vraiment, moi au bout de la journée, je parlais pas. Non mais il faut dire ce qu'il y a, je ne parlais pas. J'écoutais beaucoup ce qui se disait, mais je ne parlais pas parce que moi ce serait... discuter d'autres sujets et c'est pas forcément ce que les gens autour de lui voulaient. Eux, ils voulaient discuter des trucs qu'ils aiment, donc bien sûr, c'est les films super populaires. Ça m'a un petit peu agacé, je dois dire. Mais bon, le voir en vrai, ça fait bizarre quand même, hein, ça fait un petit peu bizarre. Parce que voilà, je l'ai vu que par le biais de médias, et le voir tout d'un coup en vrai, en chair en os, ça fait un petit effet, un petit peu star. C'est-à-dire que c'est une personne qu'on n'a jamais vue, enfin que moi je n'ai jamais vu, le voir physiquement présent, non plus à travers un média. Ouais, il y a un côté d'une abstraction qui devient réelle. Je m'exprime pas trop bien sur ce sujet, mais oui, il y a quelque chose tout d'un coup. C'est comme si on voyait un présentateur de télé tout d'un coup en vrai dans la rue ou dans le métro. C'est quand même un peu ouf l'impression qu'on a quand on le voit en vrai. Donc oui, j'ai eu cette impression-là. J'ai rencontré aussi une autre personne, Quentin de Instant Critique, très sympathique. On a passé une très bonne après-midi ensemble. On a vu plein de trucs. Puis voilà. Eh ben c'est déjà pas mal. Non, je cours pas après la rencontre avec les autres youtubeurs, critiqueurs, mais si j'en ai l'occasion, ouais, avec plaisir, je discute avec eux. Feras-tu une rétrospective sur les films d'animation de DreamWorks? Bah, c'est plutôt compliqué parce que DreamWorks n'est pas prêt de s'arrêter. Quand je parlais de Disney et de la 2D, c'est un studio qui arrête sa production de films en 2D. À moins que tout d'un coup qu'ils en fassent un nouveau, mais c'est pas tout de suite. Hein, donc non, DreamWorks, ils ont fait de la 3D, ils continuent à faire de la 3D et le studio ne va pas s'écrouler. Donc je vois pas pourquoi je devrais faire tout d'un coup une rétrospective. Parce que le studio ne s'arrête pas. Donc ce serait faire une rétrospective et s'arrêter en cours de route. L'attrait de ma rétrospective sur Disney, c'est d'avoir fait une rétrospective sur les films en dessin, ce qu'ils ne feront plus, parce qu'ils ont passé un cap maintenant dans la 3D. J'allais dire le in et out, là on voit bien un monteur qui parle. Le début et la fin de la rétrospective est cohérent. Là, DreamWorks, j'arrêterai en cours de route sur l'année en cours, et ensuite, voilà, aucune utilité quoi. Si Studio s'arrêtait tout d'un coup, ce que je ne souhaiterais pas, là oui, il y aurait quelque chose à faire. Non, c'est beaucoup plus intéressant de faire une rétrospective quand tu sais que la personne ne va rien produire par la suite. C'est même logique. Mais là, non, ce serait absurde. Hein. Que penses-tu du cinéma de Judd Apatow et d'autres comédies de ce genre? J'en pense rien du tout, je regarde ça et je passe au suivant. Je trouve ça terriblement standard. Hein. Alors il paraît que ça a beaucoup de succès, que le mec, voilà, il fédère plein de gens autour de lui. Ouais, tant mieux. J'avais entendu le Fossoyeur un petit peu en parler, je sais plus à quelle occasion. J'en ai rien à foutre. Si le Fossoyeur n'en avait pas parlé, j'aurais même pas su qui c'était. Voilà. Aimerais-tu aller plus loin que monteur, réalisateur, scénariste? Scénariste non, parce que je n'écris pas bien. Je prendrais trop de temps à conceptualiser une structure. Et réalisateur, oui bien sûr, les gens ils ont toujours des idées derrière la tête. Hein. Tout mec qui travaille dans le cinéma, il veut toujours faire son petit court-métrage ou son petit film. Hein. Il fantasme beaucoup. Moi c'est le cas aussi, je fantasme beaucoup, faut pas le nier. Mais après, moi je sais très bien que je serais pas un bon réal parce que je serais un gros tyran, que moi je serais une sorte de Fincher, tant que le plan il est pas bon, on le refait. Sauf que moi j'ai trop peur après que les gens se frustrent et deviennent énervés et après être le responsable d'une ambiance de tournage qui est dégueulasse. Et moi j'ai aussi un gros problème avec les acteurs, je ne sais pas jusqu'à où je peux les pousser. Donc moi ça me gêne beaucoup et ça c'est clairement la preuve de quelqu'un qui n'est pas très bien en réalisateur. Un réalisateur sait jusqu'à où il peut pousser. Un réalisateur gère aussi le stress de son équipe. Donc, et là je parle aussi de réalisateur, assistant réalisateur, c'est toute cette hiérarchie en termes réalisation. Après je dois bien vous dire que même si je n'arrive pas peut-être aux endroits où je souhaiterais être en tant que monteur, faire là cette émission ça me permet quand même d'être un petit peu détendu avec mes compétences et ma cinéphilie. Parce que si j'avais pas mon émission, je peux vous dire que je serais à ramasser la petite cuillère. Donc oui, non, j'essaye d'assurer mes acquis et mes compétences en tant que monteur. Aimerais-tu aller plus loin? Non, pas du tout dans l'absolu. Hein. Après, il y a toujours des idées qui traînent derrière la tête. Hein. Tu peux bien t'en douter. Voilà, cette première partie de la FAQ est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu.
N'hésitez pas à me poser d'autres questions pour les prochaines parties de FAQ qui devraient arriver dans pas très longtemps. Je vous remercie de l'avoir écouté, je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt pour de prochaines parties de la FAQ, mais aussi pour de prochaines vidéos. Allez, salut!